Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yoann Ferry, je fais partie de l'entreprise Culin, qui est un groupe où je vais faire la présentation de l'entreprise après, et Fabrice Desmoulins, qui est technicien de bureau d'études. Donc, le groupe Jules Culin, c'est un groupe familial qui a été créé en 1906, donc il y a plus de 110 ans. On est la cinquième génération, on en est à la cinquième génération. Donc on intervient surtout dans chauffage, plomberie, climatisation, ventilation, et on a un département qui fait de la couverture, donc c'est-à-dire couverture, bardage, charpente bois, qui travaille aussi principalement dans les Vosges. On fait à peu près un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, mais réparti sur plusieurs sociétés, c'est-à-dire que c'est souvent des sociétés qui font 5 millions d'euros, qui sont comprises dans un groupe. On a 150 collaborateurs. Les collaborateurs dépendent aussi des chantiers qu'on a. On agit principalement dans les Vosges, Contrexéville, Épinal, Saint-Dié, sur Paris pour nos gros chantiers, et puis on a de l'export. On a été en Russie, en Algérie, en Chine, on est revenu sans virus, et au Tchad. Et Fabrice actuellement travaille sur un projet d'un stade pour la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro. Voilà, au Côte d'Ivoire, pardon. Voilà, c'est à peu près la présentation de l'entreprise. Après, pourquoi le BIM? Alors pourquoi une entreprise vosgienne est venue au BIM? En fait, en 2010, on a commencé un chantier sur Paris qui est la Philharmonie de Paris. Donc c'est au cœur de la Villette, et c'est un bâtiment, comme vous le voyez, avec une structure très complexe. Et donc c'est une demande de l'architecte qui était Jean Nouvel à l'époque, enfin, qui est toujours Jean Nouvel, et de l'entreprise générale qui est Bouygues. C'est un chantier qui est très controversé parce que c'est un chantier qui a été obtenu à 150 millions d'euros, qui a fini à 300 millions d'euros, pour des raisons que je vous laisserai regarder sur Internet. Et si vous voulez, c'est un chantier qui a duré 5 ans, où il y a eu 600 modifications. Donc 600 modifications, c'est très complexe à gérer pour tous les corps d'État, parce que quand il y a un corps d'État qui est modifié, certains sont modifiés aussi. Et la première réunion de synthèse BIM qu'on fait, on nous annonce 32 000 clashs. C'est-à-dire qu'entre nos réseaux, les réseaux du bâtiment, enfin du gros œuvre, le plaquiste et tout ça, il y a 32 000 clashs. Donc là, c'est sûr qu'on prend tous une boîte de Doliprane et puis on se met à travailler. En fait, à la première réunion, quand on découvre le BIM, on a l'impression que c'est quelque chose de très complexe. Mais finalement, et vous le verrez après sur la partie de Fabrice, c'est quelque chose qui permet aussi de gagner du temps en études, et surtout de gagner du temps sur le chantier. Et, je rejoins M. Jacquelin, c'est vrai que les coûts sur le chantier sont diminués, les risques de clash sont diminués, les risques de problèmes sur le chantier sont diminués. D'accord? Et ben, je vais laisser Fabrice parce qu'il a un exemple, et lui, il travaille actuellement sur un projet qui est en BIM. Oui, bonjour. Donc en ce moment, on a un chantier sur Verneuil-en-Halatte qui se passe en BIM. Donc on réalise tout ce qui est plomberie sanitaire. On a les tuyauteries au froid d'eau chaude, les évacuations, les eaux pluviales et l'appareillage sanitaire. Donc en fait, sur ce chantier, comment ça se déroule? Donc il y a un BIM manager qui fait la compilation de toutes les maquettes des entreprises et les analyse. C'est lui qui gère aussi le fichier de référence, les points d'origine, enfin dès qu'il y a des modifications sur la globalité. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a édité la charte BIM en fait à la base du chantier pour que toutes les entreprises travaillent de la même manière. Voilà. Après, donc il y a une plateforme d'échange de fichiers dédiée au projet où chaque entreprise dépose sa maquette et où après il y a un responsable synthèse qui les récupère, qui les compile et qui voit où il y a les clashs justement entre lots. Après on a une réunion de synthèse par semaine à peu près. Donc c'est le responsable synthèse qui l'anime. Tous les lots techniques sont présents, les architectes et le bureau d'études. Et du coup, le responsable synthèse propose des solutions, des passages différents lorsqu'il y a des conflits entre les différents lots. Voilà, les réunions de synthèse du coup se passent dans une salle avec un grand écran où on navigue directement sur la maquette et où on voit directement les problèmes et les clashs. Et du coup, on discute tous ensemble des solutions et
les solutions proposées par le responsable synthèse. Voilà, et après c'est validé par l'ensemble des entreprises. Et suite à ces réunions, toutes les semaines, on doit remettre à jour notre maquette chacun de notre côté et la rediffuser sur la plateforme. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. En fait, c'est vrai qu'il y a des points à préciser. Un fichier, maintenant, c'est plus en kilo-octets, hein, c'est pas un plan AutoCAD. Donc, les fichiers qu'on a avec Fabrice, ça fait soit quelques gigaoctets, soit quelques centaines de mégaoctets. Donc, à chaque fois qu'on a fait un projet comme ça, il y a un site internet ou une sorte de WeTransfer où on télécharge tous nos plans là-dedans, enfin, toutes nos maquettes dedans, et le responsable de la synthèse les télécharge, et c'est lui qui compile. C'est-à-dire que quand vous arrivez en réunion de chantier, eh ben, il a compilé. Alors, il y a des petits logiciels qui existent justement pour trouver les clashs plus rapidement, des clashs en automatique. Et du coup, vous arrivez avec votre catalogue de problèmes et de solutions. Et du coup, quand je parlais des 32 000 clashs, en 6 mois d'études, les 32 000 clashs, ils sont évacués. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui prend certes du temps, mais que vous gagnez largement sur le chantier après. On a un autre projet actuellement qui est pour notre département couverture, qui est un centre aquatique. Donc vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'interactions entre les différents corps d'État et que les réunions de synthèse, elles sont certes plus longues, les études sont plus longues, déjà parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. En couverture, on a un technicien de bureau d'études qui a démarré sur du papier. Donc il a démarré sur du papier, il est sur AutoCAD, il commence à se mettre sur AutoCAD, et là on lui dit du BIM. Donc c'est sûr que pour lui, qui a maintenant 60 ans, c'est un peu compliqué, mais finalement, il a aussi compris que d'abord, c'est quelque chose qui va arriver dans tous les bureaux d'études et qui sera obligatoire, à mon avis. Et puis, c'est quelque chose qui fait gagner du temps. Et ça, c'est très important. On arrive aussi sur nos conclusions, c'est-à-dire que il y a une réflexion globale à amener dans nos bureaux d'études. Alors, nous, on a un bureau d'études interne dans chaque entreprise. Et c'est important de partager aussi avec les autres bureaux d'études. C'est aussi important de partager avec les autres. De dire que le BIM, c'est pas non plus quelque chose qui est insurmontable, qu'il faut s'y mettre petit à petit. Hein. Fabrice, il a fait une formation, mais il va faire 1 ou 2 ans à force de faire des chantiers pour vraiment s'y mettre correctement. C'est aussi apporter un nouveau souffle au bureau d'études, c'est une évolution. Et ça, c'est très important dans une société. C'est s'adapter aux offres du marché. Maintenant, il y a des marchés qui sont que en BIM, et si vous ne répondez pas, vous ne pouvez pas répondre à ce marché. C'est une demande à l'export, donc ça, c'est pour notre entreprise. C'est aussi des références à notre présentation d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, et c'est l'objet aussi de nos présentations, on a fait 3-4 présentations déjà à plusieurs clients, c'est aussi dire voilà, notre entreprise, elle sait aussi faire du BIM, donc on s'ouvre à plusieurs clients. Et puis là, vous avez l'accord Hotel Arena, qui est l'ancien palais Omnisport de Paris-Bercy, où justement notre service couverture a commencé sur cette toiture. Ils ont fait un petit exemple en BIM, ça a marché, et c'est le début du démarrage du BIM pour la partie couverture. Donc généralement, on démarre par une opportunité. Ensuite, c'était la Philharmonie en couverture, c'était sur des petits projets, et c'est comme ça qu'on accroche au BIM. Un petit rappel sur l'efficacité du BIM. Donc, une performance accrue des bureaux d'études, ça on en a parlé. L'anticipation des conflits entre les corps d'état architecturaux et les corps d'état techniques, ce qui évite beaucoup de problèmes dans le chantier. Une meilleure analyse et une analyse plus approfondie, ça c'est important. Alors nous, pour notre partie plomberie, on a des catalogues fournisseurs avec des connexions, c'est-à-dire que quand on prend un lavabo ou un WC, on sait en quel diamètre on se connecte, on sait le débit qu'il faut, etc. Donc les fournisseurs et les fabricants ont des catalogues BIM, on n'a plus qu'à télécharger le bâti support, le lavabo, etc. et à l'importer dans notre logiciel. En charpente de bois, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a peut-être des objets génériques à créer et vous n'avez pas forcément vous avez des matériaux très diversifiés. Et puis de nomenclature, alors ça on en parlait tout à l'heure. En plomberie, nous, on arrive à générer un tableur Excel avec les mètres de tuyaux par diamètre, le nombre de bâtis supports, le nombre de vannes, etc. Voilà. En charpente de bois, pas assez de retour d'expérience. Je ne sais pas si on arrive à sortir, mais je pense qu'on arrive à sortir aussi un volume et plusieurs types de matériaux haut de gamme. Mais en tout cas, nous, on arrive à sortir une liste de nomenclature. Ce qu'il faut faire attention, et je reviens sur les DPGF, les maquettes qui sont faites initialement sur les appels d'offres, elles ne sont pas pointues, c'est-à-dire que c'est des maquettes assez génériques.
on ne rentre pas dans les détails. Donc, prendre une maquette, faire la nomenclature et chiffrer ça par rapport à l'appel d'offres, c'est pas représentatif. D'accord? Les nomenclatures, on s'en sert beaucoup quand on a vraiment étudié très pointilleusement la maquette et qu'on veut faire nos commandes. D'accord? Et puis donc en travaux, l'approvisionnement plus précis, un gain de temps sur le chantier. Alors les créations, les tableaux de réservation, c'est-à-dire que quand on a des tuyaux malheureusement qui sont en conflit avec vos matériaux, là on peut ressortir un tableau des réservations. Et puis la maintenance, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre des fiches techniques directement sur cette maquette numérique. Donc le client ou le futur exploitant peut ouvrir ses fiches techniques, regarder le matériel qu'on a mis. Un gros panneau, ça ne remplace pas la réflexion humaine. D'accord? C'est jamais la faute de l'ordinateur, c'est toujours de votre faute. C'est vous qui rentrez les informations, c'est vous qui avez fait une erreur peut-être sur l'altimétrie ou des choses comme ça. Donc, le BIM et l'ordinateur, ça ne remplace absolument pas nos métiers. Ça ne remplace pas la réflexion qu'on doit avoir et les vérifications qu'on doit avoir. Ça, c'est très important. Un exemple de coût, la question a été posée juste avant. Ça, c'est les coûts qu'on a eu pour notre entreprise. Un ordinateur, c'est 2300 €. Là, nous, on appelle ça des stations de travail. On n'a pas des PC fixes, on a des stations de travail portables. Donc, c'est des logiciels qui sont un peu plus lourds, un peu plus costauds pour fonctionner sous Revit, parce que nous, on fonctionne avec Revit. Le logiciel, donc pour nous, c'est Revit. Hein, c'est un logiciel de métier avec une outline, parce qu'il faut appeler quelques fois pour bien comprendre et bien cerner le logiciel. Et puis la formation, donc Fabrice a fait la formation il y a 1 an, peut-être détaillé, voilà, c'est pendant 4 jours. Alors, nous, c'était 4700 € la formation, c'est pour 2 personnes, une personne ou 2 personnes. Donc voilà, il y a été, et puis il a été formé pendant 4 jours. Donc, on estime que c'est à peu près 10 000 € par personne. Ça dépend des logiciels métiers qu'on a. Et puis la formation est impérative, et comme on l'a dit, Fabrice, il a été formé 4 jours, mais c'est pas pour ça qu'au bout des 4 jours, il a sorti une maquette, quoi. Non, malheureusement. Mais voilà, il faut des mois ou des années d'expérience. C'est vrai que le plus simple, et c'est ce qu'on disait quand on a vu la maison, le plus simple, c'est à mon avis de commencer par un petit projet, mais il faut que les autres aient aussi fait la maquette. Si vous faites la maquette tout seul, mais que vous n'avez pas la maquette de l'archi, que tout est fait en 2D, ça sert pas à grand chose. Donc le plus simple, c'est de commencer par un petit projet, de se faire la main, et puis de passer au fur et à mesure sur des grands projets. Donc voilà à peu près les coûts chez nous, en sachant que 10 000 € par personne, chez nous on doit avoir 20 personnes sur la totalité du groupe dans les bureaux d'études. Donc ça représente un coût important, il y a des subventions aussi qui peuvent être faites sur les logiciels. Et en sachant que maintenant les logiciels par exemple Revit, c'est en location, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins à l'achat, et maintenant vous payez une location. Et voilà. Donc il est un peu plus cher finalement sur les années. Ouais, c'est ça, c'est 3 000 € par an. Nous, on avait acheté 3 000 €, donc c'était pas mal, on avait fait une bonne affaire. Voilà, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, pas de problème.